Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le système financier moderne. Et pour bien le saisir, le mieux c'est de l'imaginer comme un jeu. Oui, un jeu. Mais attention, un jeu dont les règles ne sont pas toujours très claires et qui sont surtout conçues pour avantager certains joueurs. Les banques, les détenteurs de capitaux, bien plus que l'épargnant lambda. Allez, entrons dans les coulisses de ce grand mécanisme. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation, non? L'idée d'un jeu truqué, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et attention, ici on ne parle pas de théorie du complot, pas du tout. On parle de la mécanique bien réelle, bien documentée du système. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a compris comment l'argent est vraiment créé et comment il circule, la perspective change du tout au tout. Notre but est donc simple, comprendre ces règles pour enfin pouvoir y jouer de manière éclairée. Alors commençons par la toute première règle, et c'est sans doute la plus fondamentale. Elle concerne l'outil financier que tout le monde connaît et utilise, le compte d'épargne. On nous le présente comme le socle de la sécurité financière, mais quand on se penche sur les chiffres, on s'aperçoit que c'est bien souvent une stratégie perdante sur le long terme. Voilà le genre de taux d'intérêt qu'on peut attendre d'un compte épargne classique. Alors oui, sur le papier, le solde du compte augmente un tout petit peu, mais ce chiffre, pris comme ça, tout seul, il est terriblement trompeur. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, si vous voulez. Ce n'est qu'une toute petite partie de l'équation. Parce que voilà le facteur manquant, le paramètre essentiel, l'inflation. C'est cette force, un peu invisible mais constante, qui vient grignoter la valeur de notre monnaie. Chaque année, les prix augmentent, ce qui fait que chaque euro permet d'acheter un peu moins de choses que l'année précédente. Et c'est là qu'il faut absolument saisir le concept de rendement réel. Le calcul est simple. On prend le petit taux d'intérêt de 0,5% et on lui soustrait une inflation moyenne, disons, de 3%. Le résultat, moins 2,5%. C'est un rendement négatif. Concrètement, ça veut dire que le pouvoir d'achat de l'argent placé sur ce compte ne stagne même pas. Il diminue, chaque année. Et cet exemple visuel, il est sans appel. Au bout de 10 ans, les 10 000 euros qu'on pensait avoir mis en sécurité ont perdu plus d'un quart de leur valeur réelle. Le montant affiché sur le relevé de compte est peut-être le même, mais ce qu'on peut acheter avec a considérablement diminué. C'est ça la première règle du jeu. L'épargne traditionnelle, laissée seule, ne protège absolument pas de l'inflation. Passons maintenant à la deuxième règle. Et là, on touche au véritable cœur du réacteur, au moteur du système bancaire. Si les banques ne s'enrichissent pas vraiment avec notre épargne, comment font-elles pour générer des profits aussi colossaux? La réponse tient en un mot, la dette. Ou plus précisément, leur capacité à créer de l'argent à partir de la dette. Le principe fondateur de tout ça, c'est le système dit de réserve fractionnaire. C'est assez simple à comprendre. Quand on dépose de l'argent, la banque est seulement obligée de conserver une petite fraction de ce montant. Tout le reste, elle a le droit de le prêter. Et c'est à ce moment-là que s'enclenche un cycle de création monétaire extrêmement puissant. Regardons ce cycle de plus près. Un seul et unique dépôt de 1 000 euros peut, par ce mécanisme, finir par générer jusqu'à 10 000 euros de nouveaux prêts dans l'économie. C'est un effet multiplicateur énorme. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que la banque va percevoir des intérêts sur la quasi-totalité de cette somme créée, alors que le déposant du départ, lui, ne touchera son faible taux que sur ses 1 000 euros initiaux. L'asymétrie est vertigineuse. Et cette machine à dette, elle est particulièrement rentable avec la dette à la consommation. Et là, il faut vraiment être conscient du piège. Un achat qui paraît simple, comme un téléviseur à 2 000 euros, payé avec une carte de crédit à taux élevé, eh bien si on ne rembourse que le minimum, il peut finir par coûter 3 200 euros. Les 1 200 euros d'intérêt, c'est du profit direct pour la banque, payé par le consommateur. Tout cela nous amène à une distinction qui est absolument cruciale. La dette n'est pas utilisée de la même manière par tout le monde. En réalité, il y a comme deux jeux financiers qui se déroulent en parallèle, avec des règles et des issues qui sont radicalement différentes. Le contraste est fondamental. D'un côté, on a la dette piège du consommateur. C'est la dette chère qui sert à acheter des biens de consommation et qui, au final, appauvrit. De l'autre côté, on a la dette outil de l'investisseur. C'est une dette bon marché, utilisée comme un levier pour acquérir des actifs qui prennent de la valeur, comme de l'immobilier ou des actions. L'une draine la richesse, l'autre la construit. Les investisseurs avertis, eux, maîtrisent parfaitement ce deuxième jeu. Ils utilisent leurs actifs existants comme garantie pour obtenir des prêts à des taux très très bas. Ça leur permet d'avoir accès à de l'argent frais, sans avoir à vendre leurs actions ou leur immobilier, et donc sans avoir à payer d'impôts sur leurs gains. Ils se servent ensuite de cet argent pas cher pour acheter d'autres actifs qui vont s'apprécier. C'est l'utilisation stratégique de la dette pour accélérer la création de richesses. Alors que doit-on retenir de toute cette analyse? Eh bien, une fois qu'on a compris ces règles, il devient possible de changer complètement de posture. On peut passer du rôle de simple pion qui subit le jeu à celui de joueur qui utilise les règles à son avantage. Bien sûr, cela demande d'adopter une stratégie financière bien plus consciente. Voici donc les principes pour mieux naviguer.
Le point de départ, c'est d'accepter que les intérêts des banques ne sont pas les nôtres. Ensuite, il faut fuir les dettes coûteuses comme la peste. Puis, investir régulièrement dans des actifs productifs. Et enfin, apprendre à n'utiliser la dette que comme un outil d'accélération, jamais pour la consommation. En somme, la meilleure des protections, la meilleure des défenses, c'est l'éducation financière. On va terminer sur cette question. Le système bancaire est une architecture complexe, mais conçue dans un but, être profitable. Dans ce grand jeu, l'ignorance coûte très très cher. La connaissance, en revanche, est un pouvoir. C'est le pouvoir de faire fonctionner le système pour soi, plutôt que de travailler pour lui. Et le véritable enjeu, il est précisément là.